Vous arrivez chez le psy pour votre enfant et vous avez l'impression qu'en quelques secondes, il a invalidé votre suspicion de HPI et catalogué votre gosse de mal éduqué que ses parents veulent faire passer pour un génie. Ou alors vous révélez votre autisme à vos proches et on vous balance une série de clichés du type «Mais pourtant tu regardes dans les yeux, oh, t'es trop cool et t'es trop sympa pour être autiste, toi. Ah, t'es autisme, alors t'es un génie des maths.» Et voilà, magie des clichés. Alors, pour ou contre les clichés? Contre, bien sûr. Sauf que, voyons si c'est aussi limpide que ça. J'avais envie de glisser dans le prochain épisode un truc qui me paraît évident, mais que je pense pas toujours à dire ou à redire. Ce que je voulais préciser, c'est que dans mes chroniques, vous avez compris, j'aborde pas les choses évidentes ou simples ou basiques. Je veux dire par là que des vidéos ou des podcasts sur l'autisme, les critères de diagnostic, les choses que ne supporte pas un autiste, etc., il y en a des milliers. Il y a un contenu énorme qui est disponible en 2 clics, des courtes vidéos explicatives qui sont très bien faites, à la fois par les personnes TSA elles-mêmes, mais aussi par des psychologues, des centres ressources autisme. On les trouve sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, sur Facebook, etc. Il y a plein d'infographies aussi très bien faites. Donc, je ne vois pas l'intérêt pour moi de faire et de refaire des contenus qui sont déjà évoqués des centaines et des milliers de fois par des gens très bien, qui expliquent tout ça très bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller un petit peu plus loin, de creuser. Donc, si vous en êtes au début de votre parcours pré- ou post-diagnostic, pour vous, pour votre enfant, votre proche, alors il y a peut-être des choses basiques ou évidentes que vous aimeriez entendre et comprendre et que je n'aborde pas. N'hésitez pas à poser la question en commentaire ou sur mes réseaux sociaux. Si je peux vous répondre ou vous orienter, je le ferai volontiers. Et voilà d'ailleurs, la durée moyenne de mes contenus montre bien que soit je suis une grande bavarde qui ne sait pas synthétiser, et ça, dans la vraie vie, ceux qui me connaissent le savent. Allez, un petit peu d'autodérision, oui, c'est le cas. Soit aussi que je creuse et que je cherche à approfondir, à dépasser la surface des choses et des clichés. Notre cerveau, il est paresseux. Et en même temps, il fonctionne à la carotte. Il a besoin de récompenses, de plaisir, de dopamine pour être content. Alors il est paresseux, il cherche le moindre effort, et en même temps il cherche la satisfaction. Alors il préfère les chemins connus, les chemins faciles. C'est comme si un chemin connu, c'est une autoroute dans le cerveau. Alors que penser autrement, ou changer une habitude, c'est entrer dans une forêt vierge, sans chemin, avec une machette. Bonjour les efforts et le temps nécessaire pour parcourir quelques mètres. Et cette crapule de cerveau, paresseux et pratique, il prend des décisions en 10 secondes, et même avant qu'elle soit consciente. Je vous mets le lien de l'étude qui explique cela dans la description. Et donc notre cerveau, il se forge une opinion en moins d'une seconde. Il prend des décisions en 10 secondes et il se forge une opinion en moins d'une seconde. Et sur quoi il se base pour se forger une opinion, pour avoir un préjugé, pour poser un jugement, pour prendre une décision? Il se base sur son expérience, ce qu'il a appris. Donc en soi, le cliché, c'est pas un souci, c'est même un fonctionnement normal du cerveau. Là où ça va poser un gros problème, c'est quand les gens se croient au courant d'un trouble, par exemple, parce qu'ils ont vu un contenu de 2 minutes 30 sur YouTube. Et encore, 2 minutes 30, c'est pour les motiver, parce que parfois, c'est un short de moins de 30 secondes qui, entre guillemets, explique l'autisme. On va se forger une opinion sur les gens ou sur une situation en moins d'une demi-seconde. Ouais, on l'a dit. Alors, il se passe quoi quand c'est un pro qui s'est fait une opinion de vous, de votre situation, de vos soucis, du potentiel diagnostic, du traitement, des réponses en moins d'une demi-seconde. Et que cette opinion et les conséquences sont basées sur des clichés. Pour illustrer ça, voilà une anecdote que nombre d'entre vous ont certainement, sûrement déjà vécue. Récemment, j'emmène un de mes enfants chez qui on suspecte un SED, syndrome d'Ehlers-Danlos, et donc il y a beaucoup de douleurs inexpliquées, handicapantes. Je l'emmène chez l'ostéopathe pour tester si ça peut la soulager. Alors j'explique rapidement à l'ostéo que ma fille est autiste, sans déficience intellectuelle, qu'elle a une sensibilité particulière, que c'est à prendre en compte, sensibilité tactile, auditive, etc. Et je lui demande de lui expliquer les gestes avant de les faire. Si vous avez écouté ma chronique sur l'autiste et le médical, comment on fait, vous aurez en détail... Bon, vous voyez bien la situation. J'ai à peu près
1-2 minutes de temps d'attention de cette professionnelle pour lui donner des infos fondamentales pour que la séance passe bien. Donc je lui explique aussi qu'elle doit expliquer les gestes avant de les faire. Je lui explique que pour ma fille, le contact physique, c'est compliqué pour elle, qu'elle peut mettre un petit peu de temps à répondre, que si elle a besoin de réponses plus rapides, elle peut passer par mon intermédiaire, ou alors simplement, si elle peut, qu'elle lui donne le temps. Et là, cette femme me répond « Ouais, c'est la mode. Maintenant, ils ont tous un diagnostic. Alors, certains sont TSA, d'autres TDAH, HPI. Moi, j'en tiens pas compte. » Alors, je réfrène ce qui bouillonne en moi et je lui demande quelle formation elle a. Rien en fait. Quelques vidéos qui font le buzz. Je lui parle des miennes de formation. Elle insiste quand même sur le côté mode des diagnostics. Alors je lui dis, c'est marrant comme une mode parce que nous, dans notre famille, mes enfants, mon père, ma tante et ma tante de l'autre côté de la famille de mon père, tous les 4, ils ont reçu des diagnostics d'autisme avec HPI dans 3 pays différents. Et il y a d'autres diagnostics en cours. Et certains, ça a été dans le privé, d'autres dans le public. C'est vraiment une mode quand quand il y a autant de diagnostics qui viennent d'autant de professionnels et de circuits et de pays différents. Bon. Elle continue sur les enfants indigos, l'hypersensibilité, etc. Bon, bref, elle m'a énervée. J'ai payé 75 € la séance, qui a compris 25 minutes de blabla. Bon, bref, merci, les clichés. Alors, à propos de clichés, voilà le moment petit coup de gueule. Je viens de vous parler de tout le contenu qui existe sur le sujet, une mine d'or et d'infos sur les chaînes vidéo, les réseaux sociaux, et ça c'est super, ça démocratise l'information, mais, là où il y a un coup de gueule et là où ça commence franchement à m'énerver, c'est que justement, ces contenus rapides et accessibles, la plupart du temps, ne font que survoler les choses et donc restent dans l'ordre du cliché. J'ai fait un test, autour de moi, je me suis renseignée dans 3 pays différents, auprès de métiers différents, dans mon entourage. Donc j'ai posé la question à différents corps de métiers et différents métiers, quelles sont les formations que vous avez reçues initialement et ensuite en formation continue dans votre métier. Voilà les réponses que j'ai reçues. Laura, elle a fait médecine en France et elle vit au Canada maintenant. Je vous mets d'ailleurs le lien de son podcast qui s'appelle « Une fille normale » en descriptif. Laura me dit, à propos de la formation sur l'autisme et les TND reçus par les médecins, dans mon module de psychiatrie, il y avait 2 lignes sur le TSA, troubles du neurodéveloppement, ratio garçon-fille, et les 2 critères du DSM-5 sans explication, donc déficit de communication plus caractère restreint des activités. Point. Ça serait intéressant de voir dans les bouquins de référence pour les ECN, parce que les cours sont faits par des vieux profs qui ne sont absolument pas au goût du jour, d'après elle. Donc tout ce qu'on apprend provient soit de la collection VG ou du livre du collège des enseignants de chaque spécialité. Rien sur le TDAH, les troubles 10, ni même la déficience intellectuelle. La psychiatrie aux épreuves classantes en fin de 6e année est limitée à la dépression, la bipolarité. J'ai été en service de psychiatrie, dit-elle. A posteriori, je dirais que 90% des femmes hospitalisées pour dépression, pour troubles du comportement alimentaire, pour tentative de suicide, sont autistes. Je me suis toujours sentie bien avec elle, aucun doute sur le pourquoi. Maintenant, cette personne, Laura, qui parle, donc, a été diagnostiquée adulte autiste. Elle continue. Les étudiants en médecine apprennent par cœur sur 2 livres de référence pour les épreuves classantes. Pour en savoir plus sur les TND, les troubles du neurodéveloppement, l'autisme, etc., il faut se spécialiser en psychiatrie. Voilà pour le témoignage sur le côté médical. Une autre amie, professeure des écoles en France, me répond à la même question, recevez-vous une formation sur les TND ? Ceci, un professeur des écoles, avant, pouvait choisir ses animations pédagogiques. Maintenant, c'est le directeur de l'école qui est formé. Les syndicats organisent des formations. Ce sont les AESH les plus formés, qui sont plus formés que les enseignants. Si l'enseignant veut se former, c'est de façon personnelle, en formation continue, c'est possible si l'enseignant a un élève TSA dans sa classe. Donc si l'élève n'est pas identifié, type profil féminin, TSA et haute déficience intellectuelle, TSA avec un TDAH, le prof n'est pas formé, car l'élève n'est pas identifié. Et là encore, on reste sur des clichés. On va identifier que les cas clichés
du garçon qui ne regarde pas dans les yeux, qui fait une crise si on touche ou s'il y a un changement et qui est ultra fort en maths. Un inspecteur de l'éducation nationale m'explique que depuis la réforme Blanquer et qui concerne notamment l'inclusion des élèves en situation de handicap, le ministère de l'Éducation a mis en place en France l'EAFC, École académique de formation continue. J'ai du mal avec les acronymes français. Donc, pour proposer plus de formation qui soit ciblée sur les besoins des enseignants et des usagers, tout en me précisant, cet inspecteur, que c'est difficile de proposer des formations spécifiques si le public cible n'est pas assez identifié ou nombreux. Fabienne, ensuite, et je la remercie elle aussi, qui a fait des études d'infirmière en Suisse et qui est thérapeute en kinésiologie, me dit, à ma connaissance, il n'y a pas de formation dispensée aux professions médicales et paramédicales. Les TND sont abordés dans les spécialisations psy. Ensuite, dans les formations continues, ces formations sont généralement au choix du professionnel, ça dépend évidemment de son intérêt. Concernant la HEP, Haute École Pédagogique, et oui, il y a aussi des acronymes en Suisse, donc la Haute École Pédagogique qui forme les enseignants en Suisse, il y a de plus en plus de sensibilisation, de cours de sensibilisation sur ce sujet. Je sais que tous les enseignants spécialisés du Valais, le Valais c'est un des 26 cantons suisses, doivent effectuer une 20aine d'heures de formation continue sur le TSA. Donc des cours qui sont mis en place par le canton. Alors je précise là qu'en Suisse, on est sur des organisations régionales, cantonales, et donc que chaque petit canton peut avoir une politique et une pratique différentes. Donc Fabienne termine en disant « Voilà ce que je sais, mais il est évident qu'il y a une énorme méconnaissance partout également. » On continue avec Johan, un policier espagnol, qui me dit que, en fait, tout simplement, il n'y a aucune formation sur ces sujets dans la police espagnole, mais que certains se forment par intérêt ou par sensibilité propre. Une autre connaissance fonctionnaire de police dans les bureaux en administratif et en France, celle-ci, indique qu'en interne, ils sont clairement pas formés. Il n'y a pas de formation professionnelle sur le sujet qu'elle voit passer. Ils reçoivent une petite fiche sur le site de l'action sociale, mais il faut faire la démarche d'y aller. Ils ont aussi ce qu'ils appellent les Duo Days. Ce sont des entretiens sur les relations entre un agent et un collaborateur handicapé. Mais il faut aller faire la démarche d'aller sur le site et elle précise qu'elle ne sait pas si l'action sociale, c'est vraiment la priorité de grand monde dans la police. Elle continue en disant « J'espère me tromper ». Elle dit aussi, après, je ne sais pas comment c'est vécu par les personnes eux-mêmes. Il y a des fois où on a suspecté un TSA chez un collègue et c'est resté au stade de la suspicion. C'est pas quelque chose d'assumé facilement de la part des agents et ça peut donner des quiproquos. Par ailleurs, se pose aussi la question de l'aptitude au poste à l'emploi. Une RQTH, donc reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, sur un problème de dos est plus assumée qu'une RQTH liée à un fonctionnement cognitif différent. Pôle emploi, France Travail. Là, c'est des infos que je suis allée chercher. Donc, en 2018, suite à la concertation nationale de 2017 avec le 4e plan autisme, Pôle emploi, à l'époque, a lancé le dispositif Autisme et Emploi, avec l'objectif d'avoir, en 2021 et sur la base du volontariat, 100 agents formés sur tout le territoire national français. Je n'ai pas trouvé d'autres infos sur la durée et le contenu de cette formation dite de sensibilisation, ni sur les résultats. On est en 2024. En 2018, ils annonçaient qu'ils voulaient 100 agents formés sur l'autisme et l'emploi pour 2021. Est-ce que ça a été fait ? Je n'ai pas trouvé l'info. Chez les militaires, une amie me répond « Quand j'étais en activité, il n'y avait pas de formation pour les cadres et je pense pouvoir affirmer que c'est toujours le cas puisque mon mari est parti récemment. Cependant, pour toutes les questions médicales ou d'adaptation du poste de travail, on passe par la médecine de prévention. C'est la médecine militaire pour les militaires et le médecin civil pour les civils. C'est comme la médecine du travail. Dans la formation initiale, je doute qu'il y ait quoi que ce soit. C'est au cas par cas en fonction des facultés et de l'HIA, Hôpital d'instruction des armées. Sur ce domaine militaire, une psychiatre, là c'est moi qui continue, donc dans le domaine militaire, une psychiatre du centre hospitalier Le Vinatier à Lyon me disait « Dans l'armée, les TND ne sont pas connus
Et de nombreux symptômes liés au TND sont mis sur le compte du stress post-traumatique, ce qui, par les médecins de l'armée, ce qui limite ou qui réduit la prise en charge et l'accompagnement possible de ces personnes. Et enfin, en Italie, un éducateur social, quand il travaille dans le public, il est embauché dans ce qu'ils appellent une communauté. Donc ce sont des petites communautés de vie qui vivent avec 8, 12 jeunes enfants et ados. Les éducateurs se relaient, H24, il y a systématiquement 1 ou 2 éducateurs avec eux. Et ensuite, quand ils deviennent adultes, les ados passent au groupe adulte. Donc ces jeunes, ils vont être issus autant de l'immigration clandestine, par exemple, que des familles avec violence ou des addictions. Alors, combien de ces jeunes sont autistes, bipolaires, schizophrènes, ont des troubles anxieux, de la dépression? On ne sait pas. Donc David, cet éducateur, qui est référent dans ce type de structure depuis 14 ans, me disait « Les éducateurs qui travaillent dans le domaine médical, eux, reçoivent une formation médicale et donc quelques notions sur ces troubles du neurodéveloppement, sur les maladies psychiques, sur la santé mentale. Nous, dans le social, on accède au métier par des études universitaires en sciences pédagogiques. On n'étudie aucun de ces troubles. Ni les troubles 10, ni les TND, ni bipolarité, schizophrénie, rien. » Donc là aussi, c'est lié. La formation, elle va dépendre en fait de la sensibilisation et de l'intérêt de la personne en elle-même. Donc, ce que je viens de vous dire, ce ne sont pas des données scientifiques, ce sont les données du terrain, en me renseignant autour de moi. Vous pouvez évidemment, et s'il vous plaît, faites-le, compléter, ajouter, préciser votre métier, votre pays, les infos que vous avez reçues ou pas sur le sujet. Là, simplement, à travers cette variété d'exemples, on perçoit, à vérifier donc, mais on entrevoit bien la pauvreté des formations. Et la réalité du terrain, c'est que certains parents et des associations sont bien plus au fait que certains professionnels. Pourquoi ? Parce que ces parents et ces associations se sont formés profondément sur des données scientifiques, reconnues, croisées, etc. Et certains professionnels, que ce soit dans le médical, dans l'administratif, dans la police, etc., n'ont pas reçu de formation approfondie sur le sujet. Et là, mon ami professeur, mon ami enseignante, celui qui est policier, l'autre qui est policière aussi en administratif, David, l'éducateur, Fabienne, la professionnelle de soins, Jean-Hugues à France Travail, tout ça, ce sont des gens concernés de près ou de loin qui se sont formés, qui se sont informés, qui ont beaucoup lu, cherché des contenus de qualité, qui ont remis en question des choses. Bref, ils ont fait preuve d'esprit critique. Et ils ont cherché à affiner leurs connaissances et à les confronter avec les réalités pour être de meilleurs professionnels. Alors, on comprend à demi-mot que les professionnels qui sont confrontés à un élève, à un usager, à un patient autiste, s'ils ont la volonté de se former plus, ils vont aller spontanément lire des posts et quelques lignes ou quelques infographies, très bien faites certes, sur les réseaux, ou écouter une vidéo de 2 à 5 minutes. Comme Marie-Germaine, professeure des écoles depuis 35 ans, qui a un avis bien tranché sur tout. Justin aussi, le flic musclé qui veut faire respecter la loi et hurle à l'autiste « Regarde-moi quand je te parle et réponds !» Voilà, il y a aussi Louise Charlotte, interne en médecine, qui a vu The Good Doctor et qui sait ce qu'est l'autisme. S'ils veulent des infos, Marie-Germaine, Justin et Louise-Charlotte, excusez-moi pour les clichés que je viens de faire, ces trois-là, ils risquent d'aller au plus rapide. Et ces contenus rapides, mais la plupart du temps, c'est un ramassis de clichés. Expliquer les critères diagnostiques comme une norme, ça fait du mal parce que ça contribue à un sentiment de culture, de connaissance. Ouais, moi je sais ce que c'est l'autisme. Parce qu'au final, on a vu et on a plus de 50 vidéos et on a lu plus de 50 posts qui disent la même chose, qui parlent des mêmes clichés, qui décrivent le même type de personnes et qui vont écarter toutes les nuances d'autisme. Alors, accordez-moi cette petite note d'humour sur un bouquin que d'ailleurs je n'ai pas lu, mais j'ai cru comprendre que chez Christian, il y a 50 nuances de gris. Chez l'autiste, il y a 5000 nuances d'autisme. On va la plupart du temps nous décrire l'autiste comme une personne qui se cache les oreilles au moindre bruit, qui mange qu'un type de nourriture industrielle,
D'ailleurs, la plupart du temps, c'est un mec passionné de jeux vidéo ou de maths, pas forcément très beau, mais toujours très honnête et très gentil, très cash et qui dit tout ce qu'il pense. Alors que l'autiste, c'est aussi une fille qui a appris à pas dire ce qu'elle pense, mais qui parfois le lâche brutalement avec ses proches, ou pas. Qui a pas forcément d'excellentes notes, qui peut être passionnée de lecture ou justement pas du tout, qui peut être très belle et passer inaperçue, qui ne se bouge pas du tout les oreilles en public, même si l'agression du bruit est phénoménale pour elle, qui a appris à mentir et à jouer un rôle. L'autiste, ça peut aussi être un homme qui parle normalement, qui est pas trop bavard, qui est pas taiseux non plus, qui bosse bien, qui viendra à quelques sorties entre collègues. L'autiste, ça peut être aussi une grand-mère qui supporte pas les visites imprévues, mais qui vous accueille avec chaleur et avec votre soufflé au fromage préféré. L'autiste, ça peut être aussi votre oncle bibliothécaire qui s'est marié, qui est très sympa, lors des rares fêtes familiales auxquelles il vient, et qui va pas vous parler pendant des heures de ses livres préférés. Le problème des contenus qui surfent sur des choses un peu générales et un peu clichés, pour moi, il est double. C'est un problème pour la personne autiste et c'est un problème pour l'accompagnement dont il a besoin et les aménagements. C'est comme si à la caisse du supermarché pour les personnes handicapées, on n'acceptait que les personnes en chaise roulante. C'est un problème pour la personne handicapée et c'est aussi un problème d'accompagnement et d'aménagement. C'est un problème pour la personne handicapée parce que les autres personnes handicapées vont pas se reconnaître, vont pas s'autoriser, se sentir légitimes à utiliser cette caisse. Et pour l'accompagnement, c'est un problème parce que le système autour va pas leur accorder ce à quoi ils ont droit, un passage facilité et prioritaire. Pourquoi ? Parce que leur handicap ne correspond pas à la norme et au cliché, ou bien au cliché normé, on pourrait dire. Et bien pour l'autisme, c'est pareil à mon avis. À force de clichés, il y a de nombreux autistes qui ne se reconnaissent pas dans ces contenus non approfondis. Ce qui va conduire à des retards de diagnostic, parfois, et de prise en charge adaptée, des retards d'aménagement. Mais pour la personne elle-même, ça peut retarder, voire ça peut la priver de se reconnaître et donc d'apprendre à se connaître, de trouver des proches, des pairs, des modèles, de suivre des parcours inspirants de personnes comme elle. Le sentiment de solitude et de décalage peut rester très fort. La personne peut se dire « mais je ne suis pas normale comme les autres. J'arrive pas à suivre des études ou à travailler ou à avoir une vie de couple ou à aller faire du sport en salle ou à m'éclater dans un concert comme les autres, entre guillemets. Je suis donc trop nulle, trop décalée, trop différent. » Et en même temps, cette personne, elle ne va pas se reconnaître avec les personnes autistes qui sont parfois caricaturales ou toutes sur les mêmes schémas, comme on va nous montrer dans ces clichés, dans certains médias, dans certaines séries. Je connais des ados et des adultes TSA avec haute efficience intellectuelle, dont les hautes capacités intellectuelles compensent beaucoup l'autisme et leur permettent de masquer à l'extérieur la plupart du temps leur TSA. Ces personnes, elles ont eu encore plus de mal, je crois, à trouver des pairs, P-A-I-R-S, des proches, des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, qui leur ressemblent parce que trop différents du reste de leur classe. Lorsqu'ils rejoignent un groupe d'ados TSA, ils sont là, presque à l'inverse, trop normaux pour se reconnaître dans le groupe. Alors voilà ce que j'identifie à l'heure actuelle comme problème pour la personne autiste elle-même, qui ne se reconnaît pas forcément dans ces contenus un petit peu simples ou basiques, certes très bien, mais qui approfondissent pas assez les choses, à mon avis. Maintenant, le problème du côté de l'extérieur. On parlait tout à l'heure de ces contenus simples. Pour moi, le problème est double. Le problème pour la personne autiste et le problème pour l'aménagement. Donc là, on vient de parler pour la personne autiste. Maintenant, voyons du côté de l'extérieur des aménagements, en particulier au niveau du corps enseignant des professions médicales. Ça peut concerner la police aussi, les administrations, la façon dont on va accueillir les personnes autistes. Donc là aussi, ces personnes, si leur formation est basique et que la formation complémentaire, elle est faite sur des contenus simples, voire parfois caricaturaux, ils vont projeter sur l'enfant ou sur la famille, sur l'usager, des clichés qui sont parfois positifs, certes, parfois négatifs. Alors, les clichés positifs, ça peut être l'angélisme. Ça reste un cliché et ça reste pas vrai en réalité. Du type « Ah, les autistes, ils sont merveilleux. Ils sont droits, ils sont honnêtes, ils mentent jamais. » Mais c'est faux.
C'est archi faux. Il y a des autistes qui sont de sombres crétins, pardonnez-moi du terme. Il y a des autistes qui peuvent mentir, voire manipuler pour arriver à leur fin. Alors oui, on peut toujours expliquer que leur anxiété est telle qu'ils ont besoin de contrôler, de maîtriser, de savoir à l'avance, et donc ils passent par des procédés type mensonge ou manipulation pour que les choses se passent comme ils veulent, certes. Alors leurs motivations ont une explication, ok, mais les actes restent parfaitement désagréables. Je connais aussi des autistes dont l'arrogance, là encore, excusez-moi du terme, mais est vraiment puante. C'est aussi un mécanisme de survie, c'est vrai, de masquage. Cette arrogance n'empêche que dans le cas du mensonge comme de l'arrogance, c'est quand même des comportements qui sont franchement difficiles et il faut arrêter de faire de l'angélisme. Et puis dire que l'autisme c'est un super pouvoir aussi, c'est faux. Comme toute personne, l'autiste a des qualités et des défauts. La personne autiste, elle a des forces, elle a aussi des faiblesses, elle a certains traits autistiques qui peuvent être une vraie force, oui, c'est vrai. Mais ne nions pas les difficultés potentielles de l'autisme. Potentiel ou réel ou avéré, ça dépend de la personne, de son parcours, de son âge, de son vécu. Et tous les troubles qui sont régulièrement associés à l'autisme, tout ça c'est nuancé, ça va s'exprimer différemment chez chaque personne. Donc les clichés positifs que les professeurs ou le personnel médical peuvent avoir, Papy Hubert aussi, ou voisine Géraldine, c'est « Waouh, mais alors il est super intelligent, il ment jamais, il est hyper gentil, il a des super pouvoirs », c'est un cliché. Et dans les clichés négatifs, il y a le classique, voire ma chronique précédente, votre enfant n'a pas d'empathie, votre enfant n'aura jamais d'amis, votre enfant sera toujours dépendant de vous. Alors, j'ai remarqué que maintenant, on parle moins de ce cliché évoqué, et encore tenace dans les milieux pros, du supposé manque d'empathie des autistes. Et là, pour le coup, les autistes et proches d'autistes qui font des vidéos, on parle un peu, mais ça reste des gros clichés chez certains enseignants et certains professionnels de santé. Finalement, si on veut aller dans le cliché, voilà en gros les tendances que j'ai repérées et je me permets à la fin de chaque constat de vous mettre mon petit commentaire perso. Les tendances, là j'en ai 5. Des parents qui vont qualifier l'autisme de leur enfant de super pouvoir, de super capacité, et parfois les élever en leur laissant penser que le monde a tort et que eux sont géniaux. Bonjour l'arrogance à l'âge adulte, c'est pas sûr qu'une éducation comme ça leur facilite les choses. Et là, voilà, c'est mon avis personnel. Le deuxième, les professionnels de santé qui vont voir au contraire qu'en termes de difficultés, de déficiences, de prise en charge nécessaire, de protocoles. Et là, c'est sacrément lourd aussi, parce que ça va dépendre de chaque personne TSA, mais on ne peut pas non plus définir la personne juste avec ses difficultés. Et il y a des personnes TSA de niveau 1 qui ont besoin de moins d'aménagement et qui s'en sortent très bien. Avoir un TSA ne signifie pas être handicapé toute sa vie et dans tous les domaines. Et ça dépend vraiment complètement de chaque personne et de chaque parcours. En 3, dans l'enseignement, certains professeurs vont dire sur des profils souvent féminins, suradaptés, qui font plutôt des shutdowns, les crises autistiques de décompensation à la maison, donc que les profs ne voient jamais. Alors souvent, ce qu'on entend, c'est « non, mais moi, j'y crois pas à ce diagnostic ». Puis elle participe en classe, elle sourit, à la récré, elle est avec ses copines, donc il n'y a pas besoin d'aménagement. En plus, ça serait la favoriser par rapport aux autres. Ces professeurs-là, ils peuvent avoir du mal à écouter les parents qui leur expliquent la réalité de leur enfant ou de leur ado. Alors ma petite remarque là, c'est merci bien pour la charge supplémentaire des parents qui sont ni écoutés ni pris au sérieux et puis qui gèrent parfois des années sans soutien. Et pendant ces années, ils gèrent l'intégralité des troubles non visibles à l'extérieur de leur enfant sans être crus, sans être accompagnés. Je lève la main, vous ne me voyez pas, mais je fais partie de ces parents-là. Il a fallu des années pour l'aîné qui avait ce profil-là. Alors que pour le petit, son frère qui est, selon le profil que je vais vous décrire maintenant, alors là, ça a été très, très rapide. Alors, dans l'enseignement, justement, les profils plus expressifs, un gros bisou à mon fils au passage, qui sont sans filtre, cash, qui peuvent exploser en classe. Alors eux, ils vont très très vite être étiquetés comme problématiques. Et on va avoir tendance à vouloir les faire prendre en charge ailleurs,
plutôt que de proposer des aménagements qui vont permettre de limiter, voire d'éviter les meltdowns. Là, c'est la crise autistique explosive. Bonjour la discrimination. On rappelle quand même que dans plusieurs pays européens, c'est recommandé, voire obligatoire, de les intégrer en milieu scolaire classique avec les aménagements nécessaires. Et là, c'est le serpent qui se mord la queue, puisque pour fournir des aménagements, il faut être au courant, il faut comprendre, il faut être formé. Voilà. Allez, on continue. 5e gros cliché que j'ai repéré. Dans le monde du travail, on va repérer l'informaticien, le bibliothécaire passionné qui a du mal à parler d'autre chose. Gros cliché de l'autisme. On va avoir du mal à s'imaginer que cette femme qui est chargée de communication ou cet assistant social peuvent être autistes. Et là encore, il y a tellement de nuances, il y a tellement de personnalités. Être autiste, c'est pas une personnalité, c'est un fonctionnement cérébral autre que celui classiquement reconnu par la majorité. Donc il y a de tout chez les autistes. Et vous, en commentaire, n'hésitez pas à compléter cette série de clichés parce que je pense qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Alors avant de conclure, j'aimerais bien qu'on questionne la motivation de ceux qui font ces fameux contenus rapides dont je parle depuis maintenant presque 30 minutes. Ouh là là. Et puis ensuite, on va essayer de répondre à cette question, les clichés pour ou contre. Alors la motivation, ceux qui les font et puis nous qui les lisons ces contenus, moi la première. Les créateurs de contenu, est-ce qu'ils sont mus par un besoin de reconnaissance ? La satisfaction qu'apportent des likes, des commentaires, des reposts. À l'heure actuelle, il n'y a plus besoin d'expliquer combien notre cerveau fonctionne à la récompense. Et là encore, moi la première, je scrute vos commentaires, le nombre d'abonnés, ça me fait hyper plaisir quand je vois que ça monte, quand je vois vos commentaires, le nombre de personnes qui suivent les réseaux, c'est super satisfaisant pour mon cerveau de voir les progressions, de lire vos messages. Maintenant, est-ce que je vais me mettre à produire plus de contenu, entre guillemets, instagrammable pour dépasser les 25 followers sur Facebook ? Vous êtes 25 sur Facebook, merci beaucoup. Un petit peu plus sur Insta et sur YouTube. Mais là, si je voulais dépasser les 25 followers sur Facebook, il faudrait que je fasse des contenus Facebookables. Non, en fait, je ne vais pas le faire. Parce que moi, ma satisfaction, c'est de creuser. C'est de faire un contenu de qualité, c'est de revendiquer aussi quelque part une forme de différence, de faire autrement, de ne pas faire comme tout le monde. Mais oui, moi, la première, j'ai des motivations qui ne sont pas que altruistes. Trouver de l'écoute et une reconnaissance, clairement, ça me fait du bien. Et comme je me professionnalise dans l'accompagnement, c'est plutôt mon intérêt de vous montrer mes compétences. D'autres vont avoir comme motivation la compétitivité. Être plus fort que ce satané Kevinus, pardon si vous vous appelez Kevinus. Donc être plus fort que Kevinus, qui nous a tellement pourris au collège, prendre notre revanche, ou prouver aux profs qui nous ont méprisés qu'on vaut quelque chose, montrer à nos familles, à notre famille qu'elle s'est trompée à notre sujet, montrer à sa chérie qu'on est un mec qui assure, justifier sa place et son poste auprès de ses collègues mesquins, clouer le bec à ce professionnel qui nous a pas cru. Certains auront comme motivation aussi le côté émotionnel. Je veux me sentir aimée, je veux me sentir acceptée. J'ai besoin qu'on me dise des choses gentilles, j'ai besoin qu'on m'apprécie, qu'on me reconnaisse. Voire, j'ai besoin de me sentir utile. Ça me fait du bien quand je sens qu'on a besoin, que vous avez besoin de moi. Plus basiquement, la première motivation de notre cerveau, et qui reste bien présente chez certains de nos contemporains, ça va être la survie et la reproduction. La reproduction, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et la survie, ça peut être face à un danger externe, un accident, le drame climatique, un écroulement économique, mais ça peut être aussi la survie mentale face à une personne ou à une situation agressante. La liste, elle n'est pas exhaustive, évidemment. Mais devant ces 3 motivations principales de nos actions, donc j'ai parlé de la survie en dernier, la compétitivité, l'émotionnel et la reconnaissance, je le mets émotionnel et reconnaissance dans le même. Alors, à votre avis, quelle est celle des créateurs de contenu ? Moi, j'ai envie de dire probablement un peu des 3. La survie devant le danger que représente le fait de ne pas être compris ou de ne pas exister. Et justement, exister face aux autres, se démarquer, obtenir de la reconnaissance, de la validation, une forme d'amour. Et pour ceux qui les écoutent, les lisent, ces contenus rapides, quelles sont les motivations ? Eh bien aussi comprendre pour survivre dans un monde qu'on ne comprend pas toujours, savoir des choses pour se démarquer, être plus compétitif, se sentir validé,
se sentir aussi reconnu par ses pairs dans ce qu'on vit. En réalité, en soi, il n'y a rien de grave là-dedans, c'est juste notre humanité, on est fait de tout ça. La seule chose qui deviendrait grave, c'est quand on prend pour argent comptant sans questionner les contenus, sans les creuser. Et quand on ne fait pas son autocritique, qu'on ne fait pas de métacognition, c'est-à-dire d'essayer de comprendre pourquoi on va penser de cette façon-là. Pourquoi est-ce qu'on est convaincu que de telle ou telle chose? Comment est-ce que vont se former nos convictions, nos certitudes, nos jugements? Donc pour moi, le seul danger, c'est pas d'avoir des clichés. Ça, c'est humain, c'est normal. Le danger, c'est l'immobilité mentale. C'est refuser de se remettre en question et c'est ne chercher que des contenus qui valident ce qu'on pense déjà. Et là, merci bien les algorithmes des réseaux qui favorisent et qui sont faits pour complètement aller dans ce sens-là jusqu'à nous faire croire que notre façon de penser et de voir le monde, c'est la façon dominante, que tout le monde vit les mêmes choses que nous, pense comme nous et voit les choses comme nous. Et là, eh bien, pour ou contre les clichés, j'y viens à ce titre. Moi, je me demande si les clichés, au final, ils sont pas nécessaires. Ils sont peu pertinents, ils sont souvent erronés. Mais est-ce qu'ils sont pas une sorte de résumé rapide que fait notre cerveau pour traiter les infos, pour les classer et pour avoir rapidement accès à des données afin de savoir réagir très vite à une situation? Au final, le cliché, c'est peut-être pas la bête noire, c'est peut-être pas le truc contre lequel lutter. Le cliché, c'est une réponse de notre cerveau. On a dit au tout début que notre cerveau, il est paresseux et qu'il cherche des voies rapides, pas des voies compliquées, des voies nouvelles. Est-ce que se vouloir dénuer de tout cliché, ça serait pas une illusion? Par contre, la bête noire, pour moi, c'est de croire nos clichés et de ne jamais les interroger. On va dire que le cliché, c'est notre première réaction. Elle est humaine. Dans certains cas, ça nous permet même de sauver notre peau. Et ensuite, on a qu'est-ce qu'on fait de ce cliché? Et là, on en est responsable. Se remettre une couche d'injonction, attention, et se dire quand on est prof, médecin, etc., ok, pas de cliché, je dois être neutre, creuser tous les sujets. Là encore, c'est une pression de dingue et c'est pas humain. Mais se dire, oula, j'ai peut-être jugé un petit peu vite la personne ou la situation, pourquoi est-ce que je pense ça d'abord? Et vraiment chercher d'où viennent nos certitudes, nos jugements, nos clichés sur la situation ou la personne en face de nous. Alors là, on va pouvoir faire du bon boulot. Parce qu'en comprenant d'où viennent nos clichés, on va pouvoir les remettre à leur place, ces clichés, dans un coin du cerveau où ils ont tout leur intérêt pour notre survie et pour éviter les dangers. Et on va pouvoir ensuite écouter en majuscule et voir en majuscule les personnes qui sont en face de nous. Parce que si on n'interroge pas nos propres clichés, nos propres préjugés, on va s'enfermer dans une forme de paresse mentale. Pour moi, une espèce de triptyque qui consiste à prendre 1, des contenus rapides, 2, ne pas les remettre en question ni se remettre en question, et 3, éviter de creuser. Alors, ce triptyque paresseux dans notre tête, ajouté au fait que les personnes en contact avec les personnes qui ont un trouble du neurodéveloppement ne reçoivent presque pas de formation de qualité et ça c'est important, sont en position de sachant ou de supérieur. Et bien ça nourrit les clichés, ça nourrit des étiquettes sans nuance qui stigmatisent certains et qui vont permettre d'écarter, et ça c'est pas bon, écarter ceux qui ne collent pas exactement à cette étiquette. Et, excusez-moi du terme, mais ça ridiculise ceux-là même qui prétendent connaître l'autisme et les TND, d'agir avec de telles étiquettes. Je vous donne un exemple perso, pour moi, de l'utilité des clichés, des préjugés, et aussi de leurs limites. Alors, je ne suis pas française, j'ai passé 18 ans dans le pays des Lumières, mais à l'âge adulte. Et donc, enfant, à 8 ans à peu près, on a fait un petit séjour à Paris en famille. C'était la première fois de ma vie que je venais à Paris, que je prenais un métro. Moi, j'étais dans une campagne d'un autre pays. Et c'était la première fois aussi que je voyais des mendiants, et des mendiants partout. Ça m'a beaucoup choquée. J'avais beaucoup d'affection et de douleur, en fait, pour ces gens-là. Et les codes sociaux avec lesquels j'ai grandi, c'est d'être bien mignonne, c'est d'être bonne élève, c'est d'être souriante et polie. C'est ce qu'on apprenait à l'époque aux petites filles. Alors, dans le métro, à 8 ans, moi... D'abord, je me fichais complètement de ma posture. J'avais 8 ans, j'étais assise, les jambes ouvertes avec ma jupe. Et surtout, je souriais.
Je souriais aux indigents, je souriais aux mendiants, je souriais aux gens qui me regardaient, euh, qui me fixaient, aux hommes qui me fixaient, parce qu'on m'avait appris à sourire aux gens. Et j'avais perçu tellement de souffrance que j'avais envie d'être gentille à tout le monde et je souriais à tout le monde. Alors ma grande sœur, qui était jeune ado à l'époque, il y avait 2-3 trucs qu'elle avait déjà compris et perçus. Elle m'a expliqué, elle est venue me voir dans le métro et elle m'a dit, il faut absolument que tu fermes tes jambes et il faut que tu arrêtes de tout sourire à tout le monde. Je t'expliquerai plus tard. Et elle m'a dit ça sur un ton très impératif. En fait, elle avait peur. Et donc elle m'explique, voilà, on voit ta culotte, il faut ferme tes jambes et arrête de sourire à tous ces mecs glauques qui te regardent. Moi, je trouvais ça hyper impoli et ça m'a beaucoup perturbée de ne pas pouvoir sourire, non seulement pour des raisons de politesse qu'on m'avait apprises, et puis en plus, je me disais, on voit bien qu'il y a des gens qui sont un peu, qui souffrent, quoi. Moi, j'ai envie d'être gentille avec eux. Et je n'aimais pas du tout déroger aux règles de conduite qu'on m'avait apprises. Alors, vous avez compris le problème. Heureusement, quelque part que ma grande sœur, elle avait des clichés, une forme de préjugés qu'elle a collé sur la situation, parce que ça m'a probablement protégée à 8 ans. Maintenant, si à l'âge adulte, quand je vais côtoyer, quand dans mon travail ou en sortie, je vois des gens ou un monsieur pas forcément très propre sur lui, si je lui colle directement le cliché du potentiel agresseur sexuel, ça va pas le faire. Là, ça va devenir un problème. Et je vais devenir une vieille conne si j'applique mes préjugés à tous sans m'interroger dessus et sans mettre un minimum de réflexion sur mes pensées et mes réactions. De la même façon, quand vous êtes ado et que vous voyez une voiture avec des mecs qui semblent un peu éméchés, qui vous approchent, le cliché des types ringards et bourrés, ça va probablement vous protéger. Mais si vous êtes assistant social et que directement vous collez cette étiquette à la personne en face de vous, sans écouter son histoire et ce qu'elle a à vous dire, vous êtes maltraitant. Si vous êtes médecin et que votre mère bipolaire a fait vivre un enfer à votre père et à toute la famille, jouant au casino tout ce qu'elle gagne, quand elle est en phase d'euphorie, quand elle est en phase maniaque, et puis menaçant de se suicider à chaque phase dépressive. Si en plus, pendant vos études de médecine, le peu de cours de psycho que vous avez reçus était basé sur Freud, Jung et Lacan, il y a de fortes chances que cette mère anxieuse, épuisée, qui pleure et s'énerve devant vous en consultation maintenant que vous êtes médecin, et qui vous supplie de lui faire cette lettre de recommandation pour accéder au centre ressources autisme et donc à un potentiel diagnostic de l'autisme pour son enfant, parce qu'elle est sûre d'avoir enfin compris chez son enfant ce qui se passe, mais elle a besoin de faire valider ou invalider par le corps médical ce qu'elle comprend chez son enfant. Il y a de fortes chances que votre vécu et vos convictions liées à vos études et donc à votre histoire personnelle vous fassent penser directement que l'enfant va mal à cause de sa mère, que la mère est abusive. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs dans quel état elle est. Et pourtant. Et si vous êtes policier et que vous avez choisi ce métier quelque part comme une sorte de réparation à cause des injustices que votre famille, vos frères et sœurs avaient subies à cause de votre père qui était violent et instable. Alors, quand ce jeune homme viendra déposer plainte pour violence de la part de sa compagne, est-ce que vous le croirez ? Et sinon, est-ce que vous douterez de lui à cause de ce qu'il a dit ou à cause de votre histoire personnelle et des statistiques qui mettent la violence dans le couple en grande majorité sur le sexe masculin ? Si vous êtes enseignant et que cette famille qui vous parle des différences de son enfant ait des suspicions d'autisme, est-ce que vous allez lui répondre « Non, votre enfant n'est pas autiste parce que vous avez déjà eu des autistes dans votre classe ?» Vous ne direz pas que vous êtes un fan de The Good Doctor, encore une fois, mais vous voyez bien que cet élève, ou atypical aussi, mais que vous voyez bien que cet élève pose souci et n'a pas du tout les compétences cognitives qu'on attend chez un autiste, comme dans la série. Et puis, si votre salarié vous dit qu'il a une RQTH pour autisme, est-ce que vous allez accepter de mettre en place les aménagements demandés, nécessaires, ou alors vous allez trouver ça injuste par rapport aux autres qui devront en partie s'adapter à lui parce que vous y croyez pas à cet autisme, vous connaissez Rain Man et puis la série Astrid et Raphaël, et puis ce salarié là, il n'est pas du tout comme ça. Donc clairement, il demande d'avoir des avantages et c'est dégueulasse par rapport aux autres. Alors dans ces exemples, on voit c'est peut-être un petit peu caricatural, mais pas tant que ça en réalité. Et on voit comment les clichés, les préjugés, ainsi qu'un manque de formation réelle, profonde,
vont nous empêcher de comprendre et d'accueillir correctement la personne et sa problématique, ses demandes de soins, ses demandes de justice, d'aménagement, de prise en compte. Je vous ai illustré les choses avec le côté protecteur et utile des clichés, et aussi avec les écueils dans certains cas. Donc, quand on est dans des situations de professionnels de santé, police, justice, le secteur de l'enseignement, le monde du travail. Est-ce que dans ces exemples, autre chose vous parle ? Eh bien oui, on est toujours dans une position d'autorité, de supériorité. Est-ce que entre voisins, entre amis, les préjugés vont avoir le même impact potentiellement délétère qui peut empêcher l'accès aux soins, l'accès à une justice, à une prise en charge ? Eh bien beaucoup moins, puisque le positionnement est sur un niveau d'égalité. Et puis, si votre voisin ou un ami ne comprend pas et vous énerve ou vous juge, c'est relativement facile. En tout cas, c'est possible. Bon, pour le voisin, ça se discute, mais c'est faisable de cesser les relations. Alors qu'avec quelqu'un qui est en position d'autorité, de supériorité, de sachant, c'est beaucoup plus compliqué. De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, on le sait. Donc, quand on a une position d'autorité, on peut même ajouter aux exemples que je viens de donner la religion, le prêtre, le rabbin, l'imam, le responsable religieux d'un mouvement. Et bien, quand on est dans une position d'autorité, de sachant, aussi comme dans certaines familles, les grands-parents, les chefs de famille, c'est notre responsabilité de dépasser nos clichés, d'accepter de les voir être bousculés, de nous renseigner, de nous former et d'être capable de changer d'avis, de changer de positionnement pour entendre ce que l'autre a à nous dire. Et si ça vous paraît difficile d'entendre le positionnement de l'autre, ce qu'il a à nous dire et de se mettre à sa place, eh ben, je vous recommande d'écouter ma chronique précédente sur l'empathie. En conclusion, je dirais qu'avoir des clichés, c'est normal. Ça aide, c'est utile, ça permet à notre cerveau d'avancer rapidement. Mais rester cantonné à ces clichés, là, c'est pas bon. Donc en résumé, tout ça pour vous dire que si vous cherchez des infos rapides sur l'autisme, il y a plein de contenus très bien. Mais attention à l'effet cliché. Surtout gardez toujours à l'esprit qu'il y a tellement de nuances, tellement. Et si vous pouvez, n'hésitez pas à creuser, à lire, à rejoindre des associations, à écouter ces chroniques et d'autres podcasts bien détaillés sur le sujet. Bref, à aller plus loin. Dans le livre « L'inclusion scolaire, perspective psychosociale » de Odile Romer, Michael Juré et Maria Paparoc, il est notamment évoqué 3 conseils pour les enseignants et que je trouve très intéressant d'élargir ces conseils à toute personne en position de sachant ou de soignant. Et avant de vous donner ces 3 conseils, j'en profite pour remercier une personne qui se reconnaîtra, qui m'a fait une relecture détaillée de cet ouvrage très intéressant. Donc les 3 conseils qui sont donnés et que j'élargis à toute personne qui ne souhaite pas rester coincée mentalement sur ces clichés, les voici reformulés un petit peu à ma manière. En premier, la métacognition. Amener les enseignants, donc par extension les professionnels, et nous tous, à prendre conscience de leurs stéréotypes, de leurs attitudes et des mécanismes psychologiques en jeu. En 2, l'empathie. La mise en contact entre des groupes différents dans un contexte sécure, bienveillant et coopératif, faire des formations, tout ça, ça va conduire à la prise de perspective pour augmenter l'empathie et réduire l'anxiété et les préjugés. Et en 3, valoriser l'apport de la différence, le fait de mettre en avant les apports de la pluralité, l'apport de la différence, les forces que les différents points de vue et vécus vont apporter au groupe, à la société, plutôt que de stigmatiser la diversité et les différences, ou que de vouloir, entre guillemets, normaliser ceux qui sont différents de la majorité. Donc, présenter la différence comme une source d'enrichissement pour chacun. La métacognition, l'empathie, valoriser l'apport de la différence comme une source d'enrichissement pour chacun. Et en réalité, vous le savez, quand on commence à s'informer sur un sujet, assez rapidement,
on pense avoir tout compris et on est très content. Et puis plus on creuse, plus on se rend compte que moins on en sait. La formulation n'est pas très bonne, mais plus on apprend, moins on en sait. Et ça, en fait, ça rend humble. Et ça permet aussi l'ouverture à l'autre. Ça permet de l'accueillir, de ne pas lui coller des étiquettes et d'avancer avec lui comme il est.